Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins sont parcourus tous les jours par Antoine Ravon, Marianne Chassor, Samuel Legendre, Tristan Grenassia et Adèle Van Red bien sûr. À la lecture des textes cette semaine, Jean-Louis Jacopin, à la réalisation Nicolas Berger, avec à la prise de son aujourd'hui, Élise Le. Traité théologico-politique, troisième temps. Après Maxime Rovert, qui lundi vous a présenté les conditions de la rédaction de cet ouvrage paru en 1670 dans une Amsterdam qui basculait de la tranquillité tolérante vers le tumulte politique, 16 ans après le RM qui exclut à Spinoza de la communauté juive, après Pascal Sévrac et Ariel Suami qui, hier, se sont interrogés sur le rôle que la superstition joue en religion et en politique et sur les méfaits de toute forme de censure exercée par l'État, censure dont il finit toujours par être la première victime, nous dit Spinoza. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Chantal Jacquet, professeure d'histoire de philosophie moderne à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui vient lire pour vous les premiers paragraphes du chapitre 20 du traité théologico-politique dans lesquels Spinoza entend montrer que dans une libre république, il est permis à chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Bonjour Chantal Jacquet. Bonjour. La fin de la République, c'est en fait la liberté. Pour former la République, une seule condition a été nécessaire. Que toute la puissance de décider soit remise aux mains de tous, ou de quelques-uns, ou d'un seul. Chacun a abandonné seulement le droit d'agir selon son propre décret, mais non le droit de raisonner et de juger. Ainsi, nul ne peut-il agir contre le décret du souverain sans mettre en péril le droit de celui-ci. Mais chacun, au contraire, peut penser et juger sans la moindre restriction, et par conséquent aussi parler, pourvu qu'il se contente simplement de parler et d'enseigner, et qu'il défende ses thèses par la seule raison, et non pas par la ruse, la colère et la haine, ou avec l'intention d'introduire quelque nouveauté dans la République, par l'autorité de son décret. Par exemple, si quelqu'un montre qu'une loi est contraire à la saine raison, et se prononce pour cela en faveur de son abrogation, s'il soumet en même temps son avis au jugement du souverain, à qui seulement revient d'instituer et d'abroger les lois, et si, entre-temps, il ne fait rien qui soit contraire à ce que prescrit cette loi, il a bien mérité de la République au même titre que les meilleurs citoyens. Mais si, au contraire, il le fait pour accuser d'iniquité le magistrat et pour le rendre odieux à la foule, ou s'il essaie de faire abroger cette loi de façon séditieuse contre le gré du magistrat, alors c'est sans conteste un perturbateur et un rebelle. C'est pourquoi nous voyons en quel sens chacun peut dire et enseigner ce qu'il pense sans mettre en péril le droit et l'autorité du souverain, c'est-à-dire la paix de la République. Chantal Jacquet, on vient d'entendre, lu par Jean-Louis Jacopin, un extrait du chapitre 20 du TTP, donc de Spinoza. C'est la dernière phrase du paragraphe 6 et le début du paragraphe 7. À ce moment-là de l'ouvrage, le chapitre 20 est le dernier chapitre du TTP. Spinoza clôt donc son argumentation et il en vient à défendre ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mais le TTP, l'objet, le sous-titre l'indique, c'est d'abord la liberté de philosopher. Quel rapport entre liberté de philosopher et liberté d'expression à laquelle parvient finalement Spinoza dans le TTP, Chantal Jacquet? Alors dans ce chapitre 20, Spinoza définit la liberté d'expression et ses limites en même temps au sein d'un État, puisque dans la République, les citoyens
pour former un pacte social, renoncent à leur liberté d'agir selon leur propre décret, c'est-à-dire acceptent de se soumettre à la loi commune, mais ce renoncement à agir selon son propre décret et à être soi-même le législateur n'implique pas qu'ils renoncent à leur liberté de penser. Alors Spinoza, au départ, va définir la liberté comme la liberté de philosopher, mais d'une manière plus générale, dans le traité, cette liberté de philosopher devient une liberté de penser et de dire ce que l'on pense, y compris la formulation de jugements qui sont des opinions et non pas forcément des idées vraies et démontrées. Donc il y a une forme d'élargissement. Alors pour le comprendre, il faut voir que Spinoza entend montrer que la liberté de penser et de dire ce que l'on pense n'est pas une menace pour l'État, c'est tout le contraire, c'est l'absence de liberté qui constituerait un danger et qui ruinerait à la fois les autorités politiques et les autorités théologiques. Donc c'est ce mouvement qu'il s'agit de comprendre, c'est l'absence de liberté qui compromet la paix. Alors pour mieux le cerner, il faut voir que bien sûr, Spinoza ne veut pas dire par là que l'on peut dire n'importe quoi, puisque nous voyons qu'il montre bien que certaines opinions peuvent être séditieuses. Alors, avant d'en arriver là et de comprendre ce double mouvement, il faut voir que pour Spinoza, la liberté de penser est nécessaire au sein de l'État, car il est impossible de commander absolument aux âmes. On peut certes, quand on a un pouvoir despotique, essayer de contraindre les corps par la force. On peut essayer de persuader de manière insidieuse les âmes, soit par le rôle du législateur, par exemple. Voilà, le rôle du législateur, par les menaces ou par les récompenses. Et donc on peut amener les citoyens à penser conformément à ce que souhaiterait le souverain. Mais, nous dit Spinoza, même si le secret du régime monarchique, c'est d'utiliser la superstition pour faire que les hommes combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut, eh bien même le régime le plus violent ne peut pas absolument contraindre les âmes. En effet, même si les hommes renoncent à leur liberté d'agir, même s'ils sont soumis aux ordres du souverain, il y a des limites. On ne peut pas contraindre, par exemple, un homme à penser que ce qui est vrai est faux. Par exemple, que le tout est plus grand que la partie. Si on lui dit que si le souverain veut le persuader du contraire, c'est impossible. Et Spinoza montre que il y a un certain nombre de convictions profondes qu'on ne peut pas arracher aux individus. Par exemple, on ne peut pas persuader un homme d'aimer ce qu'il déteste, ou inversement d'haïr ce qu'il aime. Donc le souverain, même le plus violent soit-il, ne pourra pas aller contre ces affects-là. Et Spinoza explique clairement que, par exemple, si le pouvoir souverain agit de telle sorte qu'il se comporte en compromettant la majesté du pouvoir, par exemple, si les souverains circulent dans les rues ivres, s'ils violent les jeunes filles, s'ils pillent, eh bien, ils ne pourront pas faire en sorte que les citoyens les respectent et qu'ils pensent du mal du souverain. Donc, ils ne peuvent pas les contraindre jusqu'au bout. Et si on voulait forcer les âmes au point d'admettre des choses qui révoltent les citoyens, qui les plongent dans l'indignation, eh bien, l'état civil se transformerait en état de guerre. Il y aurait la sédition et la rébellion. Par conséquent, c'est une nécessité pour l'État, pour la paix de la République, d'admettre cette liberté de penser et de dire ce que l'on pense, parce que la complexion des hommes, c'est ça sur lequel insiste Spinoza, la complexion des hommes est extrêmement variée. Et donc, on ne peut pas arriver à une unité des opinions, autant de têtes, autant d'avis, nous dit Spinoza dans l'appendice de la partie 1 de l'éthique, et il n'est pas au pouvoir des hommes de tenir leur langue. Autrement dit, on ne peut pas leur interdire d'exprimer ce qu'ils pensent, et leur enjoindre de garder leur pensée dans le fort interne, parce que il y a une sorte d'impulsion à parler, qui est liée au fait que
on va communiquer ses idées à un ami sous le sceau du secret, lequel les divulguera sous le sceau du secret, et ainsi de suite. Donc la parole se répand. Spinoza insiste sur le fait que les hommes parfois parlent tout en regrettant d'avoir parlé, mais il y a une sorte de compulsion à la parole, et cette compulsion à la parole fait que même le régime le plus violent ne peut pas empêcher les hommes de franchir cette limite entre le secret tu et puis la parole divulguée, même au péril de leur vie. En fait, chez Spinoza, il y a cette caractéristique, cette originalité que le pacte social, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a transféré, on a décidé de se réunir, de s'associer avec d'autres individus pour former une communauté et de transférer son droit à un souverain, fait que le droit naturel, à savoir le fait de pouvoir penser, de pouvoir parler, de pouvoir aimer ou ne pas aimer quelque chose, n'est pas effacé, n'est pas gommé. Mais comment, du coup, la question se pose, articuler ce droit naturel qui persiste, qui d'ailleurs Spinoza dans le chapitre 17 dit que les hommes ne peuvent pas cesser d'être des hommes à partir du moment où ils transfèrent leur puissance au souverain. Donc ils restent des hommes, mais comment comment articuler le fait de rester un homme avec le fait de vivre en communauté, parce que c'est aussi ça l'enjeu dans le texte qu'on a entendu, c'est aussi la paix. Et comment vivre en paix alors que tous les individus peuvent avoir des opinions différentes et les exprimer. Alors l'originalité de Spinoza tient au fait qu'il maintient le droit naturel dans l'état civil, et ça c'est une démarcation très forte avec Hobbes, puisque Hobbes soutient que lorsque les hommes concluent un pacte social, eh bien le droit naturel fait place au droit civil, il y a un transfert de droit, et Spinoza précise, dans la correspondance notamment, sa différence avec Hobbes, c'est qu'il maintient toujours le droit naturel, et il dit justement que l'état civil, c'est la continuation de l'état de nature. Et je dirais c'est la continuation de l'état de nature par d'autres moyens, c'est-à-dire qu'on essaye de justement mettre un terme aux confrontations entre les hommes qui font qu'ils sont ennemis les uns des autres, au fait qu'ils empiètent les uns sur les autres, et donc cela signifie qu'à travers le pacte social, on conserve le droit naturel, mais on l'aménage de telle sorte que les hommes puissent vivre en paix. Alors comment ? Eh bien, on ne peut pas effectivement renoncer à son droit naturel de penser, dans la mesure où, même si les hommes se soumettent à un pouvoir souverain, ils ne cessent pas d'être des hommes. Donc quand on dit que le souverain a du pouvoir sur les hommes, Spinoza prend une métaphore assez intéressante, il dit, ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il puisse les contraindre à n'être pas des hommes, de la même manière qu'avoir du pouvoir sur une table, ça ne veut pas dire qu'on peut la contraindre à manger de l'herbe. Alors c'est intéressant parce que ça suppose qu'il y a une nature humaine, même si elle est dynamique, même si elle est une puissance d'agir, il y a une nature humaine qu'on ne peut pas contraindre absolument, de telle sorte qu'on ne puisse pas transformer les hommes en bêtes brutes ou en automates. Et par exemple, on ne peut pas les pousser à admettre ce qu'ils ne consentent pas à admettre, quand bien même on voudrait subjuguer leur âme, et donc on ne peut pas leur dicter totalement leur conduite. Et donc, de ce point de vue, l'État le plus violent est obligé d'admettre la persistance de ce droit de penser et d'enseigner ce qu'on pense. Maintenant, évidemment, ça peut avoir des inconvénients, dans la mesure où il peut y avoir la critique du souverain ou des opinions qui seront des opinions déplaisantes à l'égard de certains citoyens. Alors, comment faire pour harmoniser cette diversité qui fait que, nous dit Spinoza, eh bien, en raison de leur complexion, ce qui va inciter certains à la dévotion incite les autres au rire. Comment rendre compatibles ces opinions qui peuvent se frotter et se confronter au point d'entraîner non seulement des différences, mais des divergences, voire des différends. Alors la règle qui est énoncée dans ce chapitre 20 est assez intéressante parce que Spinoza nous dit que l'on a le droit non seulement de penser, mais de dire et d'enseigner ce que l'on pense, puisqu'on ne peut pas empêcher les hommes de parler, mais il en pose des limites pour la paix, c'est-à-dire que un citoyen agira conformément à la paix de la République s'il va critiquer, par exemple, les lois de la République ou certaines mesures qui seront prises en le démontrant
par la raison, par des arguments, pour essayer de persuader les magistrats ou ceux qui sont en charge de la République de modifier ces lois, de les abroger. Mais la limite, c'est qu'il n'a pas le droit lui-même de franchir les lois, de décréter qu'elles ne valent plus. Ça n'est pas de son ressort. Parce que si c'est de son ressort, cela veut dire qu'il a une opinion séditieuse. Et opinion séditieuse, c'est une opinion qui est telle qu'elle rompt le pacte social. عارقين دمنا بمشاكل هايفه والعدو على الابواب. ما العدو كمان في الداخل. وسنين قاعد ينخر في سلطتك زي السوس. Tu es encore plongé dans ces falaises alors que l'ennemi est à nos portes? Pense plutôt à l'ennemi qui est dans nos murs. Celui qui menace ton autorité, il faut bien s'en occuper aussi. On t'a déjà mis en garde. Averroès le premier. Si tu t'avises encore de prononcer ce nom devant moi, ne serait-ce qu'une fois, je t'envoie aux galères. Mais je t'en prie, tu es le calife. Tu as toujours raison. Tu pètes et le royaume s'incline. C'est Averroès qui s'est ingénié à diviser le royaume. C'est un hasard s'il démissionne au moment même où l'ennemi nous attaque, s'il envoie Nasser, mon fils, en voyage alors que c'est ici et maintenant que j'ai besoin de lui, et si l'on trouve les œuvres d'Averroès chez l'ennemi, c'est un hasard? Ces livres sont-ils des secrets d'État? La pensée appartient à l'humanité. C'est d'une simple idée qu'est partie notre nation. Ces pensées résisteront à l'usure du temps, alors que toi et moi et tous les autres, on nous aura oubliés depuis longtemps. Je gagnerai aussi cette bataille. C'est lui et sa pensée qui seront à jamais effacés. Les pensées ont des ailes. Personne ne peut arrêter leur envol. Moi, je peux! Je vais faire brûler toutes ses œuvres. Et lui, je vais le condamner à l'exil. Alors tu anéantiras la culture almohade et tu détruiras l'Andalousie. L'Andalousie, c'est moi! Pas lui! C'est un droit attaché à la souveraineté que d'être juge des opinions et doctrines qui sont nuisibles ou favorables à la paix et en conséquence de décider ce qu'on peut permettre lorsqu'il s'agit de prendre la parole devant les foules et qui devrait examiner la doctrine de tous les livres avant qu'ils ne soient publiés. En effet, les actions des hommes procèdent de leurs opinions et le bon gouvernement des hommes en vue de leur paix et de leur concorde repose sur le bon gouvernement de leurs opinions. Sans doute, en matière de doctrine, ne doit-on avoir égard qu'à la vérité. Néanmoins, cela n'est pas incompatible avec le fait de prendre la paix pour régler de celle-ci. Car une doctrine incompatible avec la paix ne peut pas davantage être vraie que la paix et la concorde ne peuvent être contraires à la loi de nature. France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Géraldine Mosna-Savoie. Chantal Jacquet, on a entendu deux choses. Tout d'abord, l'extrait d'un film, un film de Youssef Chahine qui date de 1997, qui s'appelle Le Destin, dans lequel on entend le calife El Mansou qui ordonne l'autodafé de toutes les œuvres du philosophe Averroès. Il s'oppose à ce moment-là à un conseiller qui lui dit que lutter contre la pensée d'Averroès ne fera que nuire justement à son autorité. Et juste après, j'ai lu, alors non pas du Spinoza, mais Hobbes, vous l'avez évoqué juste avant. C'est un extrait du Léviathan qui date de 1651, donc une petite vingtaine d'années juste avant le traité théologico-politique de Spinoza, dans lequel il dit qu'un des droits du souverain est le pouvoir doctrinal. Alors comment Spinoza, vous avez commencé à l'évoquer, Chantal Jacquet, va soutenir que la liberté d'expression, à l'inverse de ce que peut proposer, de ce qu'on a entendu dans l'extrait du Destin ou de Hobbes, la liberté d'expression va en fait soutenir la vitalité d'un État. Chantal Jacquet. Alors d'abord, Spinoza a tout à fait conscience du fait que le souverain, lorsqu'il réprime violemment la liberté d'expression, est dans son droit, puisque le droit s'identifie à la puissance. Et donc, s'il a la puissance de le faire, il a le droit de le faire. Mais il fait une distinction capitale entre agir à bon droit et agir pour le mieux et pour le meilleur. Et un souverain peut essayer d'agir à bon droit en empêchant les hommes de penser et de dire ce qu'ils pensent, mais il court à l'échec en le faisant, c'est-à-dire qu'il va compromettre son propre pouvoir parce qu'il ne pourra pas contraindre les âmes de façon absolue. Il y a ces fameux exemples, c'est-à-dire ceux qui soulèvent l'indignation des hommes, ce qui fait ils préfèrent mourir plutôt que de se soumettre, il ne peut absolument pas le leur imposer. Donc même lorsqu'il agit
à bon droit, eh bien, il risque de compromettre son autorité et agir pour le mieux. Et pour cela, Spinoza dit que l'État le mieux réglé, c'est celui qui vit sous la conduite de la raison. Quand un État a conscience que pour préserver la paix, eh bien, il doit accorder la liberté d'expression, il agit sous la conduite de la raison. Alors, cela ne veut pas dire que dans ce cas-là, lorsqu'il se rend compte que pour la paix et dans son intérêt propre, il faut accorder la liberté d'expression, puisqu'on ne peut pas la réprimer jusqu'au bout, par impuissance, en quelque sorte, du pouvoir souverain. Autant faire avec. Autant faire avec. C'est une nécessité. C'est-à-dire que, de toute façon, Spinoza dit qu'un pouvoir qui voudrait contraindre les âmes serait contraint de plus en plus violent et ne pourra pas durer éternellement. Il y aura contre lui une résistance. Donc c'est un rapport de force. Alors, c'est pourquoi... il doit accorder cette liberté. Ça ne veut pas dire pour autant que tout soit permis. Et de ce point de vue, Spinoza est proche de Hobbes, c'est-à-dire c'est quand même le souverain qui, notamment en ce qui concerne les affaires sacrées, a en dernière instance le pouvoir de décider ce qu'il autorise ou n'autorise pas. Donc c'est lui l'instance qui légifère et qui fait exécuter ce qui a été décidé comme loi. Néanmoins, donc au niveau des doctrines, il ne peut pas persuader les hommes d'adopter telle doctrine plutôt que telle autre, puisque il peut y avoir cette résistance qui est liée à la complexion diverse des hommes et au fait qu'on ne peut pas les empêcher de penser que ce qui est vrai et les contraindre à admettre comme vrai ce qui est faux. Donc, ce qui va constituer la délimitation de la liberté d'expression chez Spinoza, c'est que chacun peut, d'un point de vue doctrinal, énoncer ce qu'il pense et l'enseigner, alors à condition que cela ne se fasse pas par la haine, par la perfidie ou la colère. Autrement dit, on peut soutenir des opinions, mais des opinions qui soient soit l'objet de démonstration par la raison, et donc en ce moment-là, elles se transforment en vérité, ou des opinions qui peuvent être incertaines, improbables, mais des opinions qui n'incitent pas à la haine, des opinions qui ne menacent pas la paix de la République parce qu'elles conduiraient à détruire le pacte social et à détruire certains citoyens. Autrement dit, l'argumentation que l'on peut déployer pour défendre son opinion est tout à fait légitime si elle se fait par la raison et si elle implique une absence de haine, de colère à l'endroit, par exemple, des gens vis-à-vis desquels on prend position. Ce qui suppose évidemment une difficulté, c'est-à-dire le fait que ces opinions, d'une part, soient exprimées selon une certaine modalité, soit rationnelle, soit sans passion haineuse, destructrice, et ce qui implique que ces opinions, qui souvent déclenchent les actions... c'est d'ailleurs ce que dit Hobbes aussi dans le texte que j'ai lu. Dit Hobbes. Et donc ces opinions qui vont enclencher les actions, eh bien, il faut qu'il puisse y avoir, en quelque sorte, un frein entre la liberté de penser et la liberté d'agir. Alors, la liberté de penser, c'est déjà une manière d'agir, c'est-à-dire on agit intellectuellement. Voilà, c'est ça. Quelle est la distinction, finalement, entre liberté de penser et liberté d'agir? Parce qu'on parle de liberté d'expression comme si la parole avait une dimension, avait la valeur d'une action. Chez Spinoza, on a l'impression que la parole, à partir du moment où elle est politique, à partir du moment où, en fait, elle peut se répandre dans la communauté qu'on a fondée avec les autres membres, devient à valeur d'action, alors que finalement, on pourrait très bien soutenir qu'il y a une liberté de penser chez soi, à l'écart de l'espace public, que même dans cet espace-là, on peut dire ce que l'on veut, mais que ça n'a pas d'incidence sur le politique. Pourquoi, chez Spinoza, la liberté d'expression prend cette dimension tout de suite performative? On pourrait dire ça, c'est-à-dire tout de suite va tout de suite rencontrer les limites du pouvoir. Alors déjà, je crois que le concept d'action mérite d'être précisé dans le contexte parce que il est clair que la pensée est une forme d'action. Au sens où les idées pour Spinoza ne sont pas des peintures muettes sur un tableau. L'idée, il la définit comme un concept que l'esprit forme parce qu'il est chose pensante. Et il dit que l'idée, c'est un concept plutôt qu'une perception pour montrer le caractère actif
de la formation donc des pensées. Et dès lors, on peut dire que la pensée, c'est une action envisagée sous le point de vue de l'attribut pensée, où une idée c'est une action. Donc la liberté de penser ne s'oppose pas à la liberté d'agir en sens général, puisque on pourrait dire que la pensée c'est une des modalités de l'action sous l'attribut pensée. Bon. Alors, quand Spinoza fait une distinction dans le chapitre 20 entre le fait que on est libre de penser, d'enseigner ce qu'on pense, mais pas d'agir, il ne veut pas dire que la pensée soit passive et qu'elle soit cantonnée dans le fort intérieur, puisque de toute façon, déjà, l'intériorité est toujours constituée par rapport à une extériorité, puisqu'il y a des échanges permanents et le pouvoir peut essayer de contraindre. Et d'autre part, il précise bien qu'on peut enseigner, donc diffuser son savoir, donc là, extérioriser. Donc là, il y a une activité de communication. Alors, lorsqu'il dit que la pensée ne doit pas entraîner une action, ça ne veut pas dire que la pensée serait inerte, ça veut dire simplement que la pensée ne doit pas entraîner un type de transgression de la loi. Ce n'est pas toute action, puisque il y a bien une action pédagogique qui s'effectue dans la communication. C'est le fait que quand je suis en désaccord, par exemple, avec les lois de l'État, je peux enseigner les raisons pour lesquelles je suis en désaccord, je peux opérer des critiques, mais je n'ai pas le droit d'agir contre ces lois, c'est-à-dire de me dispenser de m'y soumettre. Ça n'est pas de mon ressort, puisque par le pacte social, je me suis engagée à me soumettre aux lois. Et même quand ces lois sont injustes, nous dit Spinoza, le sage doit s'y soumettre, il doit faire en sorte de les critiquer pour les faire abroger, mais il n'a pas le pouvoir lui-même de les abroger. C'est ce type d'action-là que Spinoza récuse, parce que dans ce cas de figure, eh bien, la paix va être compromise dans la mesure où si chaque citoyen décrète qu'il s'abstient d'obéir aux lois, la vie en collectivité n'est plus possible. Donc, c'est vrai que la frontière est ténue entre la critique et puis le passage à l'acte, c'est-à-dire le fait que quand je critique une loi, je demande expressément son abrogation, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Donc, en ce sens-là, si je m'exempte des lois, si je refuse de m'y plier dans les faits, eh bien, pour Spinoza, je serai un séditieux, c'est-à-dire je vais compromettre la paix de la République. Alors, Spinoza pose bien la question dans le traité théologico-politique. Il se demande si le souverain m'enjoint d'exécuter un ordre que je sais être injuste et pernicieux. Que dois-je faire ? Eh bien, je dois, selon lui, montrer au souverain en quoi cet ordre est inique et comment il va avoir des conséquences néfastes. Je dois essayer de le persuader par tous les moyens. Mais si je n'y parviens pas, je suis quand même tenu d'exécuter ces ordres, parce que si je m'en exempte, eh bien, chacun pourra agir selon son libre décret et on n'est plus dans un état civil. Oui, alors on a le choix entre être contraint par un souverain ou on a le choix entre d'un côté une forme de tyrannie, de despotisme ou l'anarchie finalement. Et c'est très difficile de trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes. Comment finalement parce que si l'individu, à partir du moment où a décidé de se soumettre à une autorité, pour son bien aussi, c'est-à-dire qu'il a décidé de s'associer pour pouvoir continuer à vivre en sécurité, en paix, librement, mais comment à ce moment-là, il peut aussi accepter il constitue à ce moment-là la communauté, et donc s'il n'est pas d'accord avec nous, en fait, finalement, il n'est pas d'accord avec ce pourquoi il s'était engagé au départ. En fait, c'est comme s'il était en contradiction avec lui-même. Une fois qu'il a formé une communauté et que le représentant de cette communauté, le souverain, lui ordonne des lois qui sont complètement injustes, comment lui fait-il, membre de ce tout, pour s'y opposer? C'est comme s'il s'opposait à lui-même. Et ça, c'est un des problèmes de comment on va arriver à articuler la paix, voilà, avec soi-même, même, parce que finalement, on fait partie d'un tout et on est juste représenté. Alors, la distinction que Spinoza fait est capitale, c'est-à-dire que dans le cadre du traité théologico-politique, on est encore dans le cadre d'une théorie du pacte social. Ce que l'on transfère au souverain, dans ce cadre-là, c'est uniquement le droit d'agir selon son propre décret. On renonce à n'en faire qu'à sa tête, pour ainsi dire. Mais on ne renonce jamais à la liberté de penser et de dire ce que l'on pense. Et donc, c'est en utilisant cette liberté
de dire ce que l'on pense que l'on peut essayer de faire fléchir le souverain. Parce que si on n'y arrive pas par la raison, il faut quand même comprendre que, certes, les citoyens et les sujets, en tant qu'ils obéissent aux lois, craignent le souverain, mais la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si le souverain voit que ces idées divulguées par un homme libre remportent une majorité de suffrages, si celui qui exprime ses critiques va rallier l'immense majorité du peuple, eh bien, le souverain est menacé. Donc, ou bien il est capable d'entendre, en fonction de son propre intérêt, les critiques qui lui sont faites et d'abroger les lois, ou bien il ne l'est pas, et dans ce cas-là, eh bien, ce qui se passe, certes, le sage n'ira jamais contre les lois au sens où il les abrogera pas, mais la foule est terrible quand elle est sans crainte. Si elle estime qu'il vaut mieux mourir plutôt que de supporter cette tyrannie, si la crainte se change en indignation, eh bien à ce moment-là, il y aura une révolte massive. Et c'est la conséquence peut-être du fait que le souverain n'est pas suffisamment puissant pour pouvoir faire taire la population. La haine ne peut jamais être bonne. Un homme que nous haïssons, nous nous efforçons de le détruire. C'est-à-dire, nous nous efforçons à quelque chose qui est mauvais. L'envie, la moquerie, la mésestime, la colère, la vengeance et tous les autres affects qui se rapportent à la haine ou bien en naissent sont mauvais. Tout ce à quoi nous aspirons du fait que nous sommes affectés de haine est malhonnête et dans la cité injuste. Entre la moquerie, que j'ai dit être mauvaise, et le rire, je fais une grande différence. Car le rire, tout comme la plaisanterie, est pure joie. Et par suite, à condition d'être sans excès, il est bon par soi. Il n'y a assurément qu'une torve et triste superstition pour interdire qu'on se délecte. Car en quoi est-il plus convenable d'éteindre la faim et la soif que de chasser la mélancolie? Voici ma règle et ce dont je suis persuadé. Il n'y a divinité ni personne, à moins d'un envieux, pour se délecter de mon impuissance et de ma peine, et pour nous tenir pour vertu les larmes, les sanglots, la crainte et autres choses de ce genre qui sont signes d'une âme impuissante. Mais au contraire, plus grande est la joie qui nous affecte, plus grande la perfection à laquelle nous passons, c'est-à-dire plus nous participons nécessairement de la nature divine. Et donc, user des choses et s'en délecter autant que faire se peut, non bien sûr jusqu'à la nausée, car ce n'est plus se délecter, est d'un homme sage. J'espère que mes paroles ne vous ont pas offensé, frère Guillaume. Et j'ai entendu rire, et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché. Le Christ n'a jamais ri. En sommes-nous si sûrs? Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur est ri. Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur n'est pas ri. On sait que les saints eux-mêmes usaient de la comédie pour ridiculiser les ennemis de la foi. Par exemple, quand les païens mirent saint mort dans l'eau bouillante, celui-ci se plaignit que le bain était trop froid, le sultan y plongea les doigts, laissait bouillante à la main. Un saint immergé dans un bain bouillant n'a pas de ces puérilités ridicules. Il retient ses cris et souffre pour la vérité. Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie, et il en fait un instrument de vérité. Vous avez lu cet ouvrage? Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités. Non, là, je ne suis absolument pas... Assez! Pardonnez-moi, vénérable Jorge. Mes propos, en effet, étaient déplacés.
I know what's going on here. Ain't no great mystery. Y'all lost faith in yourselves, as clear as it can be. You can whine all you want to, drown in your misery, or you can listen to me. Listen to me. Laugh and be happy. Don't you ever wear a frown. Don't let the bastards drown you down. Laugh and be happy. It's a simple thing to do. Believe in your dream, and your dream will come true for you. Be a red sun shining in the sky so blue. Blackbirds singing in the trees. To be a real silver line up there for me and you. Listen to me. Listen to me. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h35. C'est le troisième temps de notre semaine consacrée au TTP de Spinoza, le traité théologico-politique. Troisième temps que nous partageons avec Chantal Jacquet, professeure d'histoire de philosophie moderne à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de 2 ouvrages, notamment sur Spinoza, Les expressions de la puissance d'agir chez Spinoza, disponibles aux publications de la Sorbonne, et L'unité du corps et de l'esprit, affect, action et passion chez Spinoza, disponible bientôt en avril au PUF. Chantal Jacquet, petit détour, enfin grand détour par l'éthique de Spinoza qui a été publié en 1677, donc 7 ans après le traité théologico-politique, détour par sa théorie des affects et notamment la distinction qu'il fait entre le rire mauvais et le rire bon, entre la moquerie et la plaisanterie, qui peut nous permettre de comprendre comment limiter la liberté d'expression, à savoir la liberté d'expression, pour qu'elle puisse s'épanouir. Il faut paradoxalement qu'elle soit limitée, et un critère pour la limiter serait le fait qu'elle ne soit pas haineuse, comme vous l'avez tout à l'heure dit, Chantal Jacquet. Effectivement, la condition qui est requise pour que l'on puisse donner à tous la liberté de dire ce que l'on pense et de le communiquer et de l'enseigner, c'est que ces opinions, c'est-à-dire ici des idées qui peuvent être incertaines, ces opinions n'entraînent aucune haine et soient professées sans haine à l'égard de quiconque. Rappelons que la haine chez Spinoza, c'est un affect triste et c'est un affect qui nous pousse à nous éloigner de la chose honnie, voire à la détruire. Donc une opinion qui incite à la haine ou qui est empreinte de haine est une opinion qui débouche sur une action de destruction et donc qui sera forcément séditieuse puisqu'elle compromet effectivement la concorde et la communauté des hommes. Alors Spinoza, lorsqu'il écrit l'éthique, donc il l'écrit pendant de longues années, même si c'est publié après sa mort, établit une nuance justement entre 2 types d'attitudes que l'on pourrait confondre. On pourrait en effet penser que dans la République, le fait qu'on exprime certaines idées s'accompagne évidemment d'inconvénients et que ça puisse blesser. Donc il fait une distinction entre des propos qui sont des propos haineux, et sur ce point, et des propos qui peuvent être tout à fait compatibles avec l'esprit de concorde. Et ce point l'amène à préciser justement les limites de la liberté d'expression. On peut tout dire en plaisantant, mais on ne peut pas dire les choses en se moquant, pourrait-on dire. Il fait une distinction dans l'éthique qui est capitale pour notre propos entre le risus et irisio, entre le rire joyeux et la moquerie. Alors, quelle est cette distinction ? Eh bien, si j'émets une idée, donc
en me moquant méchamment. Autrement dit, en incitant à la haine de l'autre, en incitant à le dénigrer, à le calomnier, à l'avilir. À ce moment-là, mon opinion ne peut pas être professée librement, parce que elle entraîne la mort du corps social. En revanche, si j'ai affaire non pas à l'irision mais à un risus, c'est-à-dire à la plaisanterie, la plaisanterie, c'est une forme de joie. Une forme de joie, c'est-à-dire quelque chose qui augmente la puissance d'agir. Elle n'a aucune intention mauvaise. Elle est au contraire quelque chose qui, nous dit Spinoza, est d'un homme sage. En effet, elle rajoute que aucune divinité ne demande mes larmes. Aucune divinité ne nous incite à cultiver la mélancolie, cette tristesse qui gagne toutes les parties du corps et qui est presque l'antichambre de la mort. Seuls les superstitieux peuvent croire que les dieux demandent les larmes de leurs fidèles et interdisent de rire. Le rire, dans ce cadre-là, en tant que joie, eh bien, c'est ce qui récrée. C'est une forme de plaisir. Alors, sans excès, parce qu'il ne faut pas que le risus passe à l'irisio, c'est-à-dire qu'il passe à la haine, il reste dans le cadre d'une passion joyeuse, mais dans ce cas-là, il est légitime. Et c'est lié au fait que les hommes ont des complexions différentes. Donc, ce qui porte l'un à la dévotion, je le rappelle, incite l'autre à rire. Cette formule que Spinoza emploie dans la préface du traité théologico-politique est à méditer aujourd'hui. Il faut comprendre que certaines doctrines peuvent inciter certains à la dévotion et d'autres au rire. Et si on n'arrive pas à comprendre cela, eh bien, on ne pourra jamais vivre en paix dans la République. Et de quel rire s'agit-il ? Quand certaines doctrines incitent certains à la dévotion et d'autres au rire, de quel rire s'agit-il dans ce cas-là ? Est-ce que c'est un rire, une moquerie, un rire moqueur et mauvais, ou est-ce qu'on est dans le rire joyeux, la joie que Spinoza défend ? Alors, évidemment, quand Spinoza dit ce qui incite les hommes à rire, il peut y avoir deux formes de rire. C'est pas le rire mauvais qui est en fait une forme de tristesse, c'est-à-dire c'est un rire grinçant, pourrait-on dire. La moquerie vise à faire du mal. C'est le rire joyeux qui nous libère de nos propres préjugés, de nos propres vices. Et c'est pour ça que il y a dans la plaisanterie quelque chose qui est inoffensif et qui est quelque chose de joyeux et de léger qui récrée le corps. Et qui récrée le corps et en même temps l'esprit. Alors Spinoza insiste sur le fait que précisément l'éthique invite à une culture des plaisirs et le rire joyeux fait partie de ces plaisirs et c'est nécessaire de le cultiver. Alors il explique pourquoi dans la suite de l'extrait, dans ce scoli de la proposition 45 de la partie 4 de l'éthique, il explique que notre corps est constitué de parties extrêmement variées qui ont besoin d'une alimentation diverse et nouvelle. Et c'est pourquoi il faut faire un usage des plaisirs. Il faut faire un usage des plaisirs diversifié. Donc, le rire joyeux en fait partie. Il dira par exemple, il y aura l'usage des parfums, des plantes vertes, du théâtre, toutes choses qui récréent le corps et qui sont salutaires. Et il explique que c'est nécessaire parce que plus le corps développe ses aptitudes, plus l'esprit est apte à penser. Et donc, en ce sens-là, il y a un rire qui est positif, qui est une forme de plaisir, mais de pur plaisir, sans méchanceté, sans incitation à la destruction de l'autre. Donc, en ce sens-là, ni les autorités politiques, ni les autorités théologiques ne peuvent interdire le rire en tant qu'il est une joie et non pas en tant qu'il est une forme de tristesse et de haine, parce que ce rire, c'est quelque chose qui est l'expression d'une forme de sagesse corporelle et sagesse mentale, puisque l'homme a besoin, pour passer à une plus grande perfection, de développer toutes ses aptitudes et donc d'avoir une forme de récréation. En fait, le rire serait une forme d'affect actif, pour reprendre un terme spinoziste, qui nous permettrait en fait d'apprendre à vivre ensemble d'une certaine manière. Mais le problème aussi avec le rire, et je trouve que la distinction est quand même très ténue entre un rire mauvais et un rire bon, pour le dire très rapidement, c'est que le propre du rire, c'est aussi de faire
craquer des conventions, de tourner en dérision des préjugés. Or, tout ça est très relatif. Et on retombe sur le problème de départ de la défense de la liberté d'expression, à savoir comment assurer le bien vivre de chacun à partir du moment où on accepte que chacun puisse s'exprimer librement. Pour certains, le rire d'une attitude de quelqu'un va déclencher quelque chose qui n'est pas acceptable pour cette personne qui est visée. Et là, on tombe très facilement dans la moquerie. Alors, le problème de la distinction entre la moquerie, donc rire méchant, et la plaisanterie, s'implique d'une part celui qui fait cette plaisanterie ou qui lance une moquerie, et d'autre part, effectivement, le public qui la reçoit. Donc ça suppose toujours, dans ce cadre-là, que l'on prenne en compte le public auquel on a affaire. Autrement dit, il s'agit de comprendre que si on s'adresse à la foule, il faut aussi parler selon sa compréhension. Et donc, être bien certain, au fond, que ce qui, pour soi-même, est une plaisanterie, eh bien, est compris comme plaisanterie et non pas comme moquerie et discrimination ou attitude agressive visant à présenter l'autre sous des traits odieux. Donc, ça suppose effectivement une connivence, une compréhension, et que ça suppose que ça se fonde sur une convenance, une accommodation avec les hommes. Et c'est pourquoi on est obligé de prendre en considération le public. Et en ce sens-là, une plaisanterie, elle peut très bien se comprendre entre amis, et ça suppose que l'on sache qui est l'autre et ce qu'il est possible de lui dire, et ça suppose donc un art de parler et un art de communiquer. Et c'est quelque chose qui est très très important et très présent chez Spinoza. D'abord, il insiste sur le fait que généralement, il ne tourne pas les hommes en dérision. Sa fameuse formule qui est reprise, ne pas mésestimer les hommes, ne pas pleurer, ne pas déplorer, ne pas rire, mais comprendre. Et là, on a bien ridéré, mais ce serait tourner en dérision, c'est-à-dire faire une satire. Il reproche souvent aux moralistes, non pas d'avoir écrit une éthique, mais d'avoir fait une satire des hommes. Et ça, c'est totalement inutile parce que ça discrédite les hommes. Mais ça ne veut pas dire pour autant, parce qu'on a interprété cette formule comme le fait qu'il s'agit seulement de comprendre et on bannit toute forme de rire. Quand Spinoza réhabilite donc la plaisanterie, ça suppose que cette plaisanterie soit une joie partagée. Autrement dit, qu'elle soit source de joie, pas seulement pour celui qui l'émet, mais pour celui qui la reçoit. Donc, ça suppose qu'on perçoive les notions communes entre les hommes. Et donc, en ce sens-là, effectivement, il faut être sagace, c'est-à-dire exercer une forme de prudence. Et ça n'est pas un hasard si la devise de Spinoza, c'est caute, soit prudent, parce que il faut savoir à quel public on s'adresse. Et ça, c'est un extrait, on a entendu l'extrait, c'est de l'éthique, mais dans le traité théologico-politique, il n'est question que de passion triste, de haine. En fait, Spinoza a une vision réaliste de la situation. Il part d'un état donné, alors que l'éthique est dans une approche théorique, abstraite, géométrique des passions. Est-ce que il faudrait lire le traité théologico-politique de Spinoza, sa théorie, sa thèse de la liberté d'expression, uniquement à la lumière de l'éthique, c'est-à-dire uniquement, pas seulement à la lumière de cet ouvrage, mais uniquement aussi à la lumière d'une éthique, c'est-à-dire qu'une vie en communauté, une vie politique, n'est bien vécue que si chacun est éduqué ensemble grâce à une éthique. Alors Spinoza fait une distinction de toute façon au sein de la politique entre un État qui gouverne à bon droit, c'est-à-dire qui exerce sa souveraineté en fonction de sa puissance, et puis l'État le meilleur. Alors, l'État qui gouverne à bon droit, eh bien, peut le faire sur la base de passions tristes. Et c'est par exemple le secret du régime monarchique quand il est absolu. Il se base sur une des passions tristes par excellence, qui est la crainte, et avec son cortège de superstitions. Donc, dans ce cas de figure, évidemment, tout ce qui sera forme de joie, y compris donc la plaisanterie, risque fort d'être banni dans ce type d'État. Et c'est un État où on peut dire
peut-être que les citoyens ne sont pas en paix, mais qu'il y a simplement une absence de guerre. Et Spinoza fait bien la distinction entre les deux. Quand les sujets sont trop terrorisés pour se soulever, on ne peut pas dire qu'on soit en paix, mais simplement qu'il n'y a pas de guerre. C'est un état négatif. En revanche, effectivement, pour ce qui concerne l'état le meilleur, c'est-à-dire celui qui va, et pour Spinoza c'est la démocratie, celui qui va permettre la liberté, eh bien les hommes sont plus conduits par l'espoir que par la crainte. Hein, quand c'est la multitude libre se caractérise par le fait qu'elle est plus conduite par l'espoir que la crainte, alors que la multitude serve, nous dira Spinoza, elle est plus conduite par la crainte que par l'espoir. Eh bien, dans ce cas de figure, évidemment, on peut concevoir différents types d'États. Tous gouvernent à bon droit, mais encore une fois, il s'agit de savoir quelle est la puissance maximale qu'un État peut avoir. Eh bien, l'État le meilleur, c'est celui qui permet la concorde entre les hommes, et cette concorde entre les hommes, évidemment, permet une liberté d'expression qui sera fondée au mieux sur des vérités et pas de simples opinions, et dans les opinions, eh bien, les opinions qui inciteront à la joie. Autrement dit, par exemple, dans le cadre d'une véritable démocratie, eh bien, la plaisanterie a droit de citer sous toutes ses formes, puisque les citoyens ont ensemble des notions communes, ils conviennent en nature, ils s'accordent de telle sorte qu'ils puissent se comprendre et donc partager avec connivence des idées, y compris lorsqu'il s'agit des idées ayant trait à l'humour. Mais là, c'est là que l'éthique est réintroduite, mais Spinoza montre bien que la politique ne se fonde pas d'abord sur l'éthique, c'est lorsqu'on essaye de penser une puissance maximale que l'État, qui vit sous la conduite de la raison, s'efforce d'éduquer les citoyens pour qu'ils puissent s'acquitter de toutes leurs fonctions. Et s'acquitter de toutes leurs fonctions, c'est pas simplement vivre en sécurité pour le corps, mais pouvoir cultiver son âme dans la paix. Merci beaucoup Chantal Jacquet. Merci. Donc je rappelle qu'on peut lire de vous, donc notamment et sur Spinoza, les expressions de la puissance d'agir chez Spinoza aux publications de la Sorbonne et l'unité du corps et de l'esprit, affect, action et passion chez Spinoza, disponible au PUF en avril, c'est réédité. Et sur un tout autre sujet, enfin du moins en apparence, Adèle Van Rett, vous avez reçu lors de sa parution, j'annonce les transclasses ou la non-reproduction qui est paru au PUF l'année dernière. Et si d'ici là vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et surtout, vous pourrez l'écouter en ligne pendant 1000 jours et la télécharger, la podcaster pour l'écouter pendant 1 an. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.